Bien, eh bien, bonjour, merci, merci d'être là. La conférence qui va avoir lieu maintenant au départ aurait dû être une table ronde qui a un peu joué de malchance. Heureusement, le sauveur est arrivé et le sauveur est à mes côtés, c'est Michel Melin. Alors Michel Melin est adjoint au directeur de la sûreté d'Engie. Engie, donc c'est ex-GDF Suez pour la veille pays et l'un des principaux acteurs de la sécurité pour les collaborateurs du groupe. Alors à ce titre, il est évidemment tout particulièrement indiqué pour nous parler des risques, pour nous parler de la gestion des risques, de leur prévention au sein d'un grand groupe sur un continent qui souvent est perçu précisément de ce point de vue-là comme particulièrement anxiogène, presque dangereux intrinsèquement. Donc Michel Melin, merci d'être là. Je vais vous laisser tout de suite la parole pour le début de cette conférence, donc qui durera un peu plus longtemps que le format normal. Mais nous aurons notre séance de questions à la fin, comme prévu. Merci, bonne conférence. Bien, bonjour, je suis directeur sûreté du groupe Engie pour la partie activité à l'international. Et cela seulement depuis le début de l'année. J'étais jusqu'au 31 décembre 2015 et depuis 2008, directeur sûreté de la branche énergie-service du groupe qui comprend 90 000 personnes sur un groupe qui en fait 150. Alors, cette branche avait un format particulier, si vous voulez, c'est qu'elle est faite de cabinets d'ingénieurs comme Tractable Engineering ou comme La Meyer, qui a été assez récemment acquis par le groupe. Et puis, notre spécialité aussi sont les services à l'énergie. Et tout ça, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on va de construire des tramways dans des villes, faire des lignes haute tension. Une des grandes spécialités, c'est quand même les barrages hydrauliques, créer des centrales hydrauliques, créer des centrales thermiques, des centrales solaires, des fermes éoliennes, équiper le bataillon burundais ou le bataillon camerounais en Centrafrique, par exemple. C'est aussi une activité un peu particulière. Beaucoup de travail dans les aéroports, équipement, on est intégrateur de systèmes. Ce qui fait que finalement, on envoie de par le monde et dans pratiquement, j'allais dire presque tous les pays, des personnes, souvent une personne toute seule, quelquefois deux, et rarement plus de 5. 5, c'est dans le cadre d'un projet de barrage. On aura une équipe d'aménagement pendant 5-6 ans qui sera composée d'environ 6 personnes. Mais c'est vraiment le maximum. Alors cette branche, elle avait une particularité, c'est qu'elle n'a pas d'actifs. Alors c'est un gros avantage, ça veut dire que dans les pays instables, on peut plier bagages assez facilement et donc attendre jusqu'au dernier moment sans prendre beaucoup de mesures et sans finalement impacter le pays, puisqu'on ne va pas stopper une usine de désalinisation, par exemple. Tout ce qu'on fait, c'est en construction et si les conditions ne permettent plus, eh bien, on replie. Voilà, donc on s'interdit d'aller dans très peu d'endroits et on va donc partout dans le monde, ce qui permet d'avoir une vision très, très générale. Voilà, alors le sujet, je vais vous expliquer un peu comment on procède. Tiens, ça ne... Voilà, alors le principe, c'est qu'on envoie des collaborateurs, des ingénieurs ou des techniciens qui vivent dans un milieu plutôt privilégié, qui sont les pays européens, et donc où les conditions de sécurité, mis à part des affaires comme le Bataclan, sont plutôt bonnes. Pour les... Voilà, pour les envoyer dans des pays où les conditions sont beaucoup plus instables, où la valeur d'une vie humaine n'a pas tout à fait le même prix, en tout cas elle n'est pas considérée de la même manière, et où se passe un tas d'événements. Et le but, c'est finalement de lui redonner, de créer autour de lui une bulle de sécurité qui soit à peu près équivalente à celle dont il bénéficie quand il est dans son pays d'origine. Bon, la première, on sait tous que la situation a tendance quand même à s'aggraver pour les entreprises. La sécurité en Afrique est quand même assez malmenée. J'ai pris les cartes de conseil aux voyageurs qui sont assez explicites et qui sont très bien faites à travers les âges, si j'ose dire. Alors regardez quelques pays qu'on va passer comme ça en revue. La Mauritanie, vous voyez ce qu'on pouvait se permettre en 2008. On pouvait même aller jusqu'à Néma par la route sans escorte, alors que maintenant, à part l'axe Nouadhibou, Rosso et Attar, sont les trois seules destinations vers lesquelles on peut aller sans escorte. Pour le reste, et encore, en respectant certaines procédures.
Donc les choses évoluent quand même beaucoup. Vous avez en dessous le Kenya. Alors le Mali, c'est très démonstratif. On voit qu'il n'y a pas si longtemps que ça, en 2009, il y avait toute une zone qui était tout à fait fréquentable en vert. Ça veut dire qu'on est pratiquement comme chez nous. Bon, on voit maintenant à quoi est réduit le vert, comment s'étend le rouge, sachant qu'à chaque fois, chaque extension du rouge signifie qu'il y a eu des événements importants. On voit par exemple, là j'ai noté, pour le 20 février 2012, vous savez que c'est l'enlèvement à Diema, dans la région de Caille. Aussitôt, la tache rouge englobe tout d'un coup cette zone. On est plutôt donc en réactif dans ce domaine. Bon, le Niger, on pouvait aller encore jusqu'en 2008 à Difa. J'hésiterais à y mettre les pieds. On y est allé encore il n'y a pas très longtemps, mais j'hésiterais à y mettre les pieds actuellement. Le Burkina est un exemple assez édifiant aussi. Considéré calme, à l'abri de la tempête un certain temps. Ça y est, maintenant il y est rentré. Et avec des évolutions qui sont rapides. On voit entre juin, septembre et octobre comment ça se colore, sachant qu'on y a également pas mal d'activités. Le Nigeria est assez démonstratif aussi. Avant, on focalisait uniquement sur la zone du delta. Est apparu en 2011 les trois États, surtout Borno, Yobe, Adamawa, dans le nord, fief de Boko Haram. Et puis après, la toile, la tâche s'est considérablement étendue. Là, il y a eu un rideau qui n'est pas tout à fait justifié, même si l'ensemble du pays n'offre pas des conditions de sécurité tout à fait idéales. Sachant de la Tunisie, là, les cartes sont assez peu démonstratives dans la mesure où la Tunisie d'aujourd'hui me paraît beaucoup plus dangereuse que celle de 2011, même, j'allais dire, au cœur des printemps arabes. On a vu quand même l'islam intégriste très présent, on l'a suivi de près, et on n'a pas attendu les attentats de Port el-Kantaoui, du Bardo, pour s'imposer des questions sur la Tunisie. Bien, l'Égypte, vous voyez aussi l'évolution, sachant aussi que les affaires étrangères sont quand même tenues par leur relation avec le pays en question. Il s'agit non plus de ne pas saper, en particulier, on a vu la Tunisie, et c'est vrai aussi pour l'Égypte, l'industrie du tourisme. Donc il ne faut pas être trop sévère, pas découragé. Et donc, dans ce domaine, les officines de sécurité privées sont beaucoup plus libres. Le Cameroun, vous voyez maintenant aussi comment le Cameroun évolue. Vous remarquerez que le 19 février, une carte sort mettant dans le rouge toute la partie qu'on appelle l'extrême nord, sachant que le 18, la veille, il y a eu l'enlèvement de la famille Moulin-Fournier, qui heureusement ne dépendait pas de la branche énergie-service du groupe, mais vous savez qu'ils étaient de GDF Suez. Voilà, l'Algérie, même combat, j'allais dire. Vous voyez toutes les interrogations qu'on s'est posées en 2010, après Arlit, etc., sur la zone du sud algérien. Et puis, la carte de 2013, elle reflète l'attaque d'In Amenas. Tout d'un coup, on se dit, tout le sud, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Il faut faire très attention. Puis on revient un peu sur la vie, en redescendant l'orange un peu dans le rouge. Quant à la République centrafricaine, j'allais dire que la dernière, celle de novembre 2013, qui a toujours cours pratiquement, est assez optimiste dans la mesure où il y a quand même des périodes où on ne se hasarde pas à l'extérieur de Bangui. Et même, quelquefois, quand on n'est pas... on reste à l'hôtel Ledger, qui est le seul hôtel à peu près sécurisé, où on se sent à peu près en sécurité. Oui. Bien. Le Burundi n'évolue non plus pas très favorablement. Vous voyez tout ce qui se passe actuellement, mais c'est plutôt cantonné à Bujumbura et ses environs. La République démocratique du Congo, vous voyez, les Nord Kivu, le Sud Kivu, une partie de l'Équateur, l'Ituri, le Katanga, tout ça aussi sont des zones qui deviennent difficiles à fréquenter. Voilà, alors maintenant je vais passer quelques remarques préliminaires qu'il faut faire en ce qui concerne la sécurité donc des personnes dans ces pays-là. La première chose, c'est qu'avant d'y envoyer quelqu'un, on s'y prépare, l'intéressé s'y prépare et l'entreprise s'y prépare. Il y a beaucoup de questions à se poser, beaucoup de réponses à apporter.
Il y a bien sûr les questions administratives de visa, de vaccination, etc. Puis rapidement, il faut savoir quand on va arriver, faut-il arriver le soir? Est-ce qu'on peut se permettre dans telle ville d'arriver le soir, sachant qu'il y aura un transit jusqu'au centre-ville de plusieurs kilomètres? Doit-on être accueilli à l'aéroport ou la navette de l'hôtel suffit-elle? Peut-on monter dans n'importe quel taxi? Ensuite, quel hôtel? Choix de l'hôtel. À l'hôtel, ne faut-il pas émettre quelques desiderata de chambre? On a vu les attaques sur les hôtels récemment. Et puis, comment je me déplacerai en ville si je sors de la capitale, comment ça va se passer, etc. Tout ça donc se prépare et demande pas mal de travail en amont. Bon, deuxième considération, on va travailler, si on pouvait tout faire en Suisse, on travaillerait en Suisse. Mais le problème, c'est que les marchés, le développement, on ne va pas le chercher en Suisse. Maintenant, on va le chercher dans ces pays en développement qui ont quelquefois pas mal de potentiel. Et donc, il faut quand même que le jeu en vaille la chandelle. Quand on s'inscrit dans la réfection du barrage de Mossoul, 20 millions de dollars, je crois, de sécurité, il était prévu ça par an, on encourt des risques malgré tout. Alors, il faut quand même que l'entreprise s'y retrouve. Je vais prendre un petit exemple. On avait un collaborateur qui était à Tripoli, engagé par une société égyptienne. Ce collaborateur ramenait à la marge à l'entreprise, sa marge c'était 60 000 euros. La situation se dégrade à Tripoli, on doit le loger non pas dans le logement offert par la société égyptienne, mais le mettre dans un compound sécurisé pour étrangers. Ça va coûter 6 000 euros par mois, donc 72 000. On est déjà perdant de 12 000 euros. La situation se dégrade encore, il faut le mettre sur la protection d'une grande société de sécurité qui s'appelle GardaWorld, 90 000 euros. Donc finalement, on va avoir quelqu'un qui risque un peu sa peau pour coûter de l'argent à l'entreprise. C'est tout faux. Ensuite, puisqu'il n'y a pas de risque zéro, quand on va là-bas, on aura beau prendre toutes les précautions qu'on veut, il y aura quand même un peu plus de risques que chez nous. Il y a malgré tout un peu de roulette russe. Alors le tout, quand on joue à la roulette russe, c'est qu'il n'y a qu'une balle dans le barillet de 6 coups, et non pas 5 balles. On a moins de chances quand même d'avoir des ennuis. Et puis enfin, on n'empêchera jamais, quelles que soient les mesures, d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Problème quand même dans ces pays-là, c'est qu'il y a plus de mauvais endroits et plus de mauvais moments que chez nous. Donc ça, il faut que l'employeur, quand il accepte finalement de postuler pour un contrat, accepte les situations et les risques qui vont en découler. Bon, il y a une solution qu'on utilise de temps en temps, et les sociétés qui savent le faire peuvent répondre à des appels d'offres auxquels d'autres ne pourraient pas. C'est de substituer à la main-d'œuvre européenne, qui va être très visée, en particulier par le terrorisme, par de la main-d'œuvre régionale, pas forcément du même pays, mais régionale. À partir de là, on évacue le problème complètement. On a un ingénieur marocain à Djenné, au Mali. Je suis beaucoup moins inquiet pour lui que si c'était un Français. Voilà un exemple. On va travailler sur des systèmes de navigation qui vont être à Bir Mogren, par exemple, à El Mreti, à Nema ou à Tidjika. Là, on va envoyer du personnel de la région. Il va être formé avant de partir. On va le téléguider un petit peu, éventuellement à distance, et ça nous évitera d'aller jusque là-bas. Cela dit, on peut très bien aller, à mon avis, à El Mreti avec un bon accompagnement militaire qui sera de toute façon fourni si on le demande. Faut aussi justifier le besoin d'aller dans le secteur. Si on peut faire nos réunions dans la capitale et éviter d'aller sur le site de barrage qui imposera un transit exposé, mais autant aussi essayer de l'éviter. Bon. Autre idée reçue qui sont mauvaises, c'est par exemple, je vais à Kaboul, oh là là, ça va être très dur. Et je vais au Pérou, c'est du tourisme. Pas du tout. Si vous allez à Kaboul, vous aurez un dispositif lourd d'accompagnement. On a travaillé pour l'armée française, je n'étais pas du tout inquiet pour les personnes qui arrivaient à l'aéroport, qui montaient dans un blindé, qui faisaient quelques centaines de mètres jusqu'au camp militaire. Ils y passaient un mois et ils repartaient dans les mêmes conditions. Finalement, le degré d'exposition au risque est très faible. Au Pérou, vous allez chercher faire une reconnaissance d'un site de barrage potentiel. Il y a quand même des endroits où un couple de Polonais, par exemple, se fait assassiner juste pour récupérer la montre, ou presque. Donc, des pays qui paraissent anodins ne sont pas forcément les moins dangereux. Bon, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que j'ai représenté le niveau de risque tel qu'il est estimé par les officines de sécurité. Le rôle de l'employeur va diminuer quand on va d'un pays de très haut risque. Plus on va vers un risque décroissant, moins l'employeur a à intervenir. Et l'employé, lui, c'est l'inverse.
plus on va dans un pays sans risque, plus il aura à se prendre en charge. Le problème, si vous voulez, c'est que la prise en charge de l'employé, elle intervient. Donc, on a d'un côté un employé qui va être pratiquement, c'est l'agence de voyage, il n'a qu'à suivre, il n'a qu'à se soucier de rien, pour, dans les pays les moins exposés, devoir s'assumer totalement. Le problème, si vous voulez, c'est que ce moment où il doit s'assumer totalement intervient très vite, parce que même dans des pays de risque élevé, il sera impensable, ce sera d'ailleurs mal vu, de lui coller un garde du corps. Ça ne se fait pas. Alors finalement, les pays où la situation est le plus dégradée sont quelquefois les plus simples à traiter. Parce que là, on aura effectivement une escorte, elle s'imposera d'elle-même. Bien, où ne peut-on pas travailler ? Bon, on peut travailler à peu près partout. Si on prend l'Afrique, j'hésiterai quand même sur la Libye. Je ne vois pas trop l'intérêt pour l'instant. Le Sud-Soudan, on est allé à Djouba, mais ce n'est pas forcément en ce moment le moment non plus d'y développer de l'activité. La Somalie, on vient de demander, on m'a interrogé pour une intervention sur 5 aéroports. Alors là, je me tourne vers Garda World, et est-ce que vous savez faire ? S'ils me disent oui, ben on va tenter le coup. Il est certain ensuite que dans les Kivu, en particulier le Nord Kivu, l'Ituri, on va quand même faire très attention, parce qu'autant on peut aller à Goma, autant quand on en sort, ça se gâte. La République centrafricaine, si on doit aller profondément dans la République centrafricaine, certains prestataires sont capables de, comme on faisait en Somalie avant 92, les humanitaires qui payaient les technicals pour passer et pour être protégés, se faire protéger par une milice, on peut travailler dans ces conditions-là. Mais il faut arroser, donc les Séléka un coup, les Anti-Balaka de l'autre. J'irai jamais, de toute façon, dans les 3 États du nord Nigeria que j'ai cités. Et puis, s'agissant du Nord Mali, on a un projet, par exemple, sur le barrage de Taoussa, qui n'a pas encore vu, pour lequel la première pierre est loin d'être posée encore, mais c'est un projet qui n'est pas enterré. Ce jour-là, la seule chose qui me gêne, c'est les IED, donc les explosifs, les mines qui sont posées. Ça, c'est un mal, j'allais dire, qu'on ne sait pas traiter. Donc, autant sur un projet comme ça, on saura faire, autant quand il y a un avenant au contrat qui va être les lignes à haute tension à partir du barrage, qui amènera des chefs de chantier à se déplacer sur tout le profil. Là, une mine peut être posée au passage, après un temps d'observation, on sait qu'on s'y rend de temps en temps. Et donc ça, c'est un mal que je ne saurais pas gérer. Donc non. En gros, ce sont les États faillis dans lesquels on ne peut pas travailler, et encore. Bien. Après, sécuriser pour les entreprises, c'est tout un art, parce que c'est facile de mettre une grosse couche de sécurité qui coûtera très cher, sous réserve d'ailleurs que votre offre aux clients soit acceptable. Et comme elle a un coût, ça risque d'ailleurs de vous disqualifier. Donc il s'agit donc de s'en tenir absolument à ce qui est nécessaire et suffisant. Et c'est toute la difficulté du métier, c'est de mesurer la juste dose, ne pas en mettre de trop. Ensuite, il faut bien capter le bon moment. À quel moment je prends telle mesure et pas rater le coche, parce que si vous l'avez pris trop tard, vous allez être très, très fortement exposé alors que des mesures auraient été nécessaires. Et enfin, les mesures tout ou rien, c'est-à-dire que où vous avez l'escorte armée ou rien du tout. Vous passez d'un stade très protégé à d'un stade au contraire, il n'y avait aucune protection, à un stade très protégé. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Voilà. Alors après, les entreprises ont chacun leur standard. Total, quand j'envoie du monde sur les installations de Total ou pour Total, je suis assez serein. Certaines compagnies anglo-saxonnes sont aussi très fortement protégées. Je veux dire, Rio Tinto, dans certaines zones, auront même un hélicoptère en intervention pour les évacuations en permanence. Nous, c'est quand même assez exceptionnel, ce genre de mesures. Voilà. Et puis, il y a celles qui se positionnent. Bon, Vernier, leur ingénieur qui a été kidnappé à Rimi, dans l'état de Katsina, on n'a visiblement pas les mêmes standards que Total. Voilà. Donc, il faut savoir, nous, où on veut se situer en matière de sécurité. Bon, autre considération, l'employeur, et ça, c'est malheureusement propre à la France. Je ne dis pas que c'est en toute impunité dans les autres pays, mais la législation française, la jurisprudence est extrêmement rude avec les employeurs français. Ça veut dire que, quelles que soient les mesures qu'ils auront prises, à partir du moment où il y a incident, on passe à la caisse. Le tout, c'est finalement que la facture soit la moins élevée possible. La famille de la victime aura toujours
sera fortement indemnisé, même si d'ailleurs la faute vient, j'ai un exemple très précis, la faute vient du collaborateur lui-même. Il a tout il a enfreint les procédures, malgré tout, on passe à la caisse. Autre considération, les mêmes événements, s'ils sont vécus en Europe, ne sont pas perçus du tout de la même manière en Afrique. J'envoie un technicien à Madrid qui va intervenir sur une installation. Le soir, il sort, il rixe dans un bar, il se fait poignarder. L'employeur n'en entendra pas parler. La même chose se passe à Douala. Je pense qu'on va nous demander des comptes. Enfin, je crois beaucoup au dernier rempart. Ça veut dire qu'on a souvent des grands dispositifs de protection. N'oublions jamais la petite pièce bien blindée dans laquelle on va se replier, surtout dans les pays donc on risque l'enlèvement. C'est vrai dans les pays du Sahel. Vous voyez aussi qu'il faut savoir comment vont venir les agresseurs. S'ils utilisent, là c'est la villa de notre ingénieur que j'évoquais à Rimy, donc de la société Vernier, ils ont ouvert l'explosif. C'est-à-dire qu'au début on se dit tiens il y a des murs, il y a du barbelé, il y a un garde armé, il y a des grilles. Il y a des barreaux aux fenêtres, tout est bon. Ben non, ça ne va pas, puisque ça ne résiste pas à tout ça, à l'explosif. Il faut savoir qu'à Birnin-Gouari, dans l'état, en limite de l'état de Niger et celui de Kaduna, vous avez une centaine d'un gang à moto qui arrive dans la ville dans la nuit, et puis qui investit le centre-ville, qui fait sauter la banque à l'explosif, qui prend tout son temps et qui replie. Voilà, quand on a conscience finalement du volume des gangs qui peuvent vous tomber dessus, ça vous permet de ne pas vous tromper sur la quantité de sécurité à mettre autour de vos activités. Bien, alors voilà toutes les menaces qu'il va falloir prendre en compte. La photo était assez impressionnante, vous êtes tous pratiquement trop jeunes pour voir, je ne sais pas si vous vous souvenez, Kolwezi, un beau massacre en 1978, un beau massacre de communautés expatriées. Bon, je n'irai pas analyser le cas, c'est ce que l'employeur savait, ce que l'employeur aurait dû prévoir. Alors, la première calamité, c'est le terrorisme. C'est très d'actualité. Je ne vais pas passer toutes ces photos pour ne pas déborder trop sur le temps imparti. J'en profite quand même tant que j'ai ces voitures là. Celle de gauche, c'est une des rares là, d'ici qui est avec l'hôtel de Bombay, l'hôtel Taj Mahal. C'est rare qu'ils ne sont pas en Afrique. Il s'agit d'un ingénieur polonais qui allait tous les samedis sur un même site, accompagné de son chauffeur et de son garde armé. Bon, un beau jour, il a été attendu. Un garde armé, ça ne veut rien dire. Ceux qui vous attendent, ils en ont plus qu'un. Voilà. Et donc, enlevé, décapité, pas loin d'un an après. On reconnaît le 4x4 de la famille Moulin-Fournier. Qu'allait-elle faire à 8 km de la frontière du côté du pire État, finalement, qui est l'hôtel Borno. Et puis, on voit le 4x4 aussi de nos Scandinaves, qui est à Tombouctou, qu'on savait assez noyauté par ACMI, se fait du coup enlever en plein jour. Ils n'ont même pas attendu la nuit, comme pour Pierre Camat ou d'autres. Généralement, ça se passe le soir. Voilà, alors, on dit, je vous envoie à Nouakchott. Ah bon, c'est dangereux parce qu'ils viennent d'assassiner un Américain. Ben non, c'est pas forcément dangereux, les Français y sont. Ils ne se sentent pas spécialement menacés. Simplement, l'Américain faisait du prosélytisme. Il y avait donc une raison à ça. Le suivant, c'est un Américain qui travaillait sur les systèmes de visée du Cobra dans les détachements américains en Arabie Saoudite. Donc, faux barrage dans les années pires, les 2003-2006. Faux barrage, enlevé par les terroristes et décapité. Ça, c'est aussi pour son activité. Le suivant, c'est à Lahore. Villa, au mur, 5 gardes armés. Ils sont allés le chercher. Et de toute façon, à Lahore, le jour où ils voudront vous avoir, ils vous auront. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc là, pareil, humanitaire, soupçonné de faire du renseignement, comme celui qui est plus loin, qu'on a retrouvé dans un sac plastique dans la région de Quetta. Ils n'aiment pas les humanitaires, ils sont soupçonnés d'être des espions. Quant à la bonne sœur qu'on voit là, qui est morte finalement, elle vous aurait dit Lahore, c'est tout à fait sûr. Moi, je m'y sens bien. Bon, il n'empêche qu'après 40 ans de présence, ou 35, elle était attendue à la sortie de chez elle et assassinée. Tout ça parce qu'elle avait pris position en faveur d'un prêtre accusé de blasphème. Voilà. Alors après, il y a les menaces insoupçonnées. Bon, le Toulousain
à Niamey. Je pense que toute la communauté française allait dans ce style de restaurant qui est très sympathique. Vous êtes en plein air, c'est moins lassant que les grands hôtels, c'est beaucoup plus sympa. Là, la rafle quand même a un peu surpris. J'ai parlé de l'enlèvement de Birnin Kébi, un Allemand, un Anglais, un Italien, un Allemand, un Anglais. L'Allemand a réussi à s'échapper, il a bien fait, puisque les deux autres ont été descendus finalement presque un an plus tard. Et puis la route Nouadhibou-Nouakchott, ça fait partie des axes qui pouvaient passer à l'époque relativement sûrs. Il n'empêche que c'est sur cet axe que les 3 humanitaires espagnols ont été enlevés. Donc on verra qu'ils avaient commis une imprudence. Mais je veux dire, sur le coup, ça pouvait un peu surprendre à cet endroit-là. Bon, alors finalement, le gros lot des otages, finalement, sont des gens qui l'ont cherché. On prend Pierre Kamat, on prend Germano, on prend Verdon et Lazarevitch. Mais qu'allait-il faire dans des coins pareils ? Nous, ça n'empêche pas d'y aller, mais par exemple, vous vous arrêtez, vous n'irez pas plus d'une nuit au même hôtel. La deuxième va être dangereuse, la troisième va être critique. Il y a un mode d'emploi quand même à toutes ces choses-là. Ensuite, on a en dessous, on a le franco-portugais qui a été enlevé. Je crois que ça s'est mal passé pour lui à Diema. Diema, il y avait eu juste un peu 2 ans avant, il y avait eu Kobeni, c'était de l'autre côté de la frontière entre la Mauritanie et le Mali. Même secteur, même zone, assez infestée. Bon, lui, il n'a pas tenu compte de la leçon. Ensuite, on a l'italienne de Janet, dans le sud, de l'Algérie, c'était bien connu. On a nos humanitaires sur la 3e ligne espagnole. Effectivement, tant qu'ils étaient en convoi, ça allait très bien. À partir du moment où, vers 19h, ils ont choisi de s'arrêter au bord de la route et laisser partir le convoi, le convoi était surveillé. Bon, ils ont été raflés et aussitôt, à grande vitesse, direction le Nord-Mali. Hervé Gourdel, c'est malheureux, mais enfin, qu'allait-il faire dans le massif de la Djourdjoura ? C'était signé d'avance. Bon, la famille me l'a fourni encore. L'ingénieur allemand de Cano. Cano, on y va, Cano. On travaille sur l'aéroport, on peut y passer, on va passer 1 mois bientôt là-bas, mais on ne va pas sur, c'est une entreprise de travaux publics, une voie de contournement ou une espèce de circulaire. Il allait sur le chantier comme ça. Une voiture s'arrête, 2 types en Kalachnikov, il est embarqué. Et ça s'est mal passé pour lui aussi. Après, bon, il y a le prêtre qui était dans le Nord Cameroun, alors qu'il y a eu beaucoup d'avertissements et d'autres enlèvements, beaucoup d'incidents. Bon, là, c'est la mission, si vous voulez, continuer à... Et puis, Guéquière, et puis là, on nous a rabattu pas mal les oreilles. En attendant, les militaires les avaient quand même prévenus que la zone, il ne fallait pas qu'ils continuent, qu'ils s'enfoncent dans cette zone-là. Bien. Bon, alors on vous dit aussi pour se protéger, Ankara par exemple. On me demande en ce moment, est-ce qu'on peut aller à Ankara ? Bien sûr qu'on peut aller à Ankara. Simplement, il s'agit de prendre certaines précautions. Ankara, est-ce qu'il y aura des attentats ? Oui, il y en aura probablement, ça ne va pas trop tarder avant d'en voir un autre. Il peut y en avoir bien plus si tout d'un coup l'État islamique commence à déclarer un peu sa guerre aussi à la Turquie, alors qu'il était quand même pas mal ménagé par la Turquie. Voilà, donc le climat en Turquie peut beaucoup changer. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des attentats de cette manière-là qu'il ne faut pas y aller. En tout cas, quand il commence à être au rythme de Kaboul, oui, on peut se poser des questions. Mais quand c'est au rythme de Paris, au rythme d'Ankara, au rythme de Ouagadougou, etc., on peut continuer. Simplement, on prend des précautions. On ne va pas dans les lieux fréquentés par les Occidentaux. Bon, vous voyez le musée du Bardo en Tunisie, vous voyez la plage d'El Kantaoui. L'attentat fort heureusement manqué de Luxor, où là, il y a eu quand même 60 balles dans le bus, simplement la présence d'esprit d'un taxi qui a trouvé quand même son équipage qu'il avait emmené sur le site un peu louche. On a parlé à la police, donc la police est intervenue à temps. Et puis tout récemment, donc Grand Bassam. Bon, les hôtels, pareil, on va choisir les hôtels. Actuellement, Bamako, on s'arrache les chambres à l'Onomo. Il y a un hit parade des bons hôtels, des hôtels sécurisés. Bon, il faut le connaître aussi. Vous voyez quand même que, même si vous ne connaissez pas, vous avez des hôtels qui sont directement sur rue. C'était le cas du Radisson Blu, c'est le cas du... c'était le Splendide, oui, de Ouagadougou. Et puis, c'est quand même pas la première fois en Afrique. On avait vu ça du côté de Mombasa. Bon, là, pareil, on va former il faut quand même que les collaborateurs soient conscients. On va les former.
On va dire si vous pouvez vous échapper. C'est déjà la meilleure formule. Si vous pensez que vous ne pouvez pas vous échapper, ben, planquez-vous. Et ça veut dire quoi? Qu'en arrivant à l'hôtel, d'abord, on ne traîne jamais dans un hall d'hôtel. On ne va pas trop traîner au restaurant. On ne va pas trop traîner à la piscine, dans tous ces pays-là, hein, où il y a un risque réel. Et puis, on va faire un tour du propriétaire. On va regarder où on va pouvoir se planquer dans le secteur. Est-ce qu'il y a une petite buanderie, etc. C'est le genre de choses qu'il faut faire qui peut quand même rendre un grand service si les affaires... si tout d'un coup on a des visites. Voilà, même si on ne connaît pas le secteur, on s'aperçoit, là par exemple, on allait à Lazare Salam à Bamako, bon, il y a quand même un peu de profondeur, on n'est pas directement sur rue. Il y a un périmètre, le Hilton à Abuja, il y a tout un périmètre à franchir, des grilles solides, on est presque obligé de passer par le point d'entrée qui est surveillé. Je ne dis pas qu'ils n'arriveront pas à vous déjouer, mais de toute façon, il y aura un préavis. Ils ne vont pas tout d'un coup faire irruption de cette manière. Des hôtels qui étaient très bien défendus quand même, comme là c'était à Islamabad, le Marriott. Hein, vous voyez le camion dans l'image centrale en bas. Il a été bloqué, effectivement. Mais quand il y a 500 kg d'explosifs, eh bien, l'hôtel a été soufflé, cratère de 20 mètres de diamètre. Ça n'a pas suffi. Donc maintenant, même l'avenue qui passe devant le Marriott a une circulation tout à fait réglementée. Voilà, alors souvent, vous n'avez pas le choix. On vous dit hôtel sécurisé. Bon, l'hôtel Fela à Nouakchott, c'est comme ça. On voit que le portail, ce n'est pas celui du Marriott à Islamabad. Hein. Et finalement, on n'a pas le choix. Souvent, il n'y a pas mieux. Il faudra toujours se poser la question, est-ce que je vais dans un hôtel emblématique qui va attirer beaucoup plus la foudre, ou est-ce que je vais dans la petite pension? La petite pension, même si elle est correcte, là, on risquera peut-être plus l'enlèvement. Et puis éviter tous les coins sympas, finalement. Vous allez là-bas, les petits cafés sympas, le mall dans lequel tout le monde se retrouve, hein, le centre commercial, sont des endroits à risque. Voilà, les ambassades, circulez, ne restez pas trop longtemps devant. Les exemples sont nombreux. Vous rappellerez de la tentative sur l'ambassade de France à Nouakchott qui a été évitée de justesse puisque le véhicule qui venait du Nord Mali a été intercepté à 15 km, des pick-up, il y avait 2-3 pick-up. L'un a été détruit à 15 km de Nouakchott, l'autre dans sa tentative de fuite sur la route de Rosso. Voilà. Les troubles et conflits, on arrive très bien à s'en accommoder. À mon avis, on peut aller très très loin, hein, parce que finalement, c'est des luttes qui nous concernent tant que la France ne prend pas parti. On a vu les milices se rafaler dessus à Tripoli sans risquer grand-chose, finalement. Il suffit de prendre un peu. On a vu les printemps arabes. Est-ce qu'ils ont vraiment nécessité des évacuations? Certaines sociétés évacuées, d'autres n'ont jamais évacué. Donc on s'accommode assez facilement de beaucoup de troubles et conflits. Et finalement, on regarde un peu le convoi de coq en neutre. Le problème, c'est quand on n'est plus neutre, quand la France prend une position très marquée. On a vu ça, par exemple, en Côte d'Ivoire. À la fin du règne de Gbagbo, si j'ose dire, là, les Français n'étaient vraiment pas en sécurité. Bon, un fléau, c'est la criminalité. La criminalité, les villes comme Lagos, on les connaît, mais l'Afrique du Sud, Johannesburg, même des villes comme Douala, il faut quand même faire attention. C'est pas tout à fait Paris. Les coupeurs de route. Et on ne sait jamais trop comment prendre ça. Alors il y a des endroits où ça arrive tellement souvent qu'on va faire attention. Actuellement, par exemple, au Mozambique, dans la province de Sofala, il y a même des escortes, mais en fait, les escortes se font rafaler. Donc peut-on vraiment penser que ça suffit? Surtout que les coupeurs de route, souvent, ça tire, ça ne prévient pas. Hein. Soit ils mettent un obstacle, on va être obligé de s'arrêter, soit ça tire pour arrêter. Bon, attention aussi ceux qui sortent la nuit, hein, parce que les demoiselles que vous allez rencontrer risquent de vous attirer des ennuis. Une spécialité sud-américaine, mais qu'on commence à voir apparaître en Afrique. De toute façon, ça se passe à la sortie des banques, des bureaux de change, ils vous surveillent, ils arrivent dessus. Bon, c'est un sport très sud-américain, où là, quand même, des villes comme le Venezuela sont très dures à vivre. Voilà, alors on dit, je vous envoie, par exemple, ce serait vrai pour Caracas, mais je vous envoie quelle ville? Johannesburg. Comment une ville qui finalement est réputée dangereuse ne l'est pas pour un
quelqu'un qui fait des affaires là-bas. Bon, la première chose, ça va être de ne pas être attractif. Pas être attractif, c'est pas paraître pour le bleu, le type qui a jamais voyagé, donc qui semble finalement assez familier avec le pays, et puis qui n'a pas les belles montres qui va attirer. Ensuite, il faut savoir les endroits à ne pas fréquenter, parce qu'on sait que la criminalité est forte et que les étrangers y sont visés. On évite de sortir la nuit. On ne sort pas tout seul, on sort à plusieurs. En général, on est moins ciblé. Les déplacements non essentiels, on ne les fait pas. On ne prend pas les transports en commun. On évite de se déplacer à pied, en tout cas, surtout pas le soir, et en dehors du quartier d'affaires. On a de l'expérience, et puis on sait un peu ce qui se passe dans cette ville, quels sont les procédés. Et à partir de là, finalement, on peut vivre dans cette ville sans s'exposer, ou en s'exposant très peu. Bon, il y a quand même des villes comme Lagos, où, à part quelques déplacements sur quelques axes, tout se fait en escorte de Mobile Police, donc de MOPOL. Voilà, alors après, il y a une surexposition à un tas de risques. On a eu à traiter Ebola, on n'a jamais quitté la Guinée en pleine crise Ebola. Ça se gère très bien avec nos prestataires comme International SOS. Le seul souci, c'est quand l'ambassade de France et le prestataire a dit « Je ne suis pas sûr de pouvoir vous rapatrier dans l'urgence si vous êtes malade ». Pourquoi ? Parce que pour peu qu'il y ait des symptômes qui s'apparentent un peu à Ebola, vous allez vous retrouver coincé et là, finalement, vous ne serez pas traité correctement. Bon, je ne parle pas du palu, tout ça, c'est pas à moi, finalement, de traiter ça. Il y a des petits détails. La barre, par exemple, à Abidjan, à Grand Bassam, il y a un patron du BIMA là, qui a interdit à ses troupes d'aller se baigner. Et il envoyait son officier supérieur vérifier que les gens ne se baignaient pas. La barre, c'est dangereux. Il faut être bon nageur. J'ai vu une fois un Coréen qui n'arrivait plus à revenir. J'étais un peu gêné. Je me suis dit, si je dois y aller, moi, je sais la franchir, mais avec lui, je ne suis pas sûr. Bon, heureusement, il y avait le serveur qui était excellent nageur, qui n'a surtout pas voulu qu'on y aille. Bon, savoir comment se manifeste un coup de chaleur, les petites bestioles, là, quand vous allez ouvrir l'arrosage le soir, près de la vanne, là, qui aiment bien l'humidité. Celles qui vous pouvez retrouver la vipère du Gabon. Bon, je ne sais pas si vous en avez vu de près. Puis quand ça mord, souvent, il faut couper. Sur la route, je ne sais pas dans la bibliothèque à vendre, là, s'il y avait les dessins de Moïse. C'est un dessinateur sénégalais qui a des scènes africaines qui sont absolument charmantes. Mais enfin, au volant, tout ça n'est pas très charmant. Ça se termine souvent mal. Et quand ça se termine mal, il n'y a pas de moyens d'évacuation et les structures de santé ne sont pas souvent très bonnes. C'est pour ça qu'on impose quelquefois 2 véhicules. Parce que le deuxième qui ne sera pas accidenté pourra au moins récupérer le blessé et essayer de le ramener rapidement. Il faut être au courant aussi des usages. Je parle du totalitarisme, l'obscurantisme, les fossés culturels. Vous avez par exemple l'Australienne à Abu Dhabi qui s'est fait violer par d'autres serveurs qui l'ont un peu droguée. Bon, elle a porté plainte et elle est allée en prison. Après, elle a attaqué parce que c'est comme ça que ça se passe dans ces pays-là. Une femme violée est forcément coupable. Le type qui avait dit du mal du roi de Thaïlande, qui a fait 3 ans de prison, parce qu'on n'a pas le droit d'être irrévérencieux avec le roi. On peut se faire éclater les fesses à Singapour si on fait. C'est arrivé du temps de Bill Clinton. Il a essayé de faire échapper au châtiment un Américain. Il n'a pas eu gain de cause. Bon, on peut s'interroger sur la police mexicaine. Et puis alors, bon, pour revenir à l'Afrique, les 2 Suisses qu'on voit dans le coin gauche étaient d'une société suisse. Ils ont été l'objet tout à fait de représailles parce que le fiston Kadhafi était inquiété par la justice suisse pour maltraitance de ses domestiques, si j'ose dire. Voilà. Et donc, ils ont été coincés dans le pays 1 an et demi, dont, je ne sais plus si c'est 6 mois ou 1 an en prison. Voilà, après, il y a les éléments naturels dont il faut tenir compte. Bon, pour l'Afrique, ça se passe relativement bien quand même. Il y a les risques de tremblements de terre, surtout dans le Maghreb. Il y a des risques d'inondation. Mais j'allais dire que ce n'est pas forcément le pays le plus dangereux. Ce qui est intéressant, et là on est confronté en Afrique, c'est toutes les compagnies blacklistées. On est quand même quelquefois bien obligé de les prendre. Alors la règle, c'est que finalement, les assureurs acceptent, sous réserve que la société soit autorisée, bien sûr, dans le pays, ce qui coule un peu de source, et qu'il n'y ait pas d'autres compagnies non blacklistées qui proposent le même vol, et puis que le trajet par la route soit finalement perçu comme plus dangereux. Pourquoi ? Pour l'état de la route et pour les coupeurs de route, etc.
Après, il y a les comportements à risque. Alors là, ça vient du salarié. S'il commence à vouloir faire quelques trafics, les relations avec les mineurs, les pédophiles, etc., importer certains articles en Arabie Saoudite, ça ne sera pas très bien vu. Enfin, vous voyez. Voilà. Et puis il y a tous ceux qui n'ont aucun succès féminin en France, et puis en Europe, et puis qui tout d'un coup là-bas sont des dieux. Tout le monde tombe amoureux, ils se laissent un peu prendre. Bon, tout ça, c'est vraiment le début de gros ennuis. Et ça, il faut le comprendre. Il n'y a pas que le sida, il y a tout ce qui va derrière, puisque souvent, il y a des mafias. Voilà. Alors, le salarié, il a envers l'employeur quelques devoirs, des devoirs de loyauté, dit-on. Il doit se faire connaître de son ambassade, il doit se conformer, lui et sa famille, aux instructions qu'on lui aura données, il doit respecter la législation, la réglementation du pays, observer une stricte neutralité, et respecter le secret afférent à ses activités professionnelles, connaître les 6 principes qu'il doit appliquer, se préparer au déplacement, être vigilant, adopter un profil discret, éviter les habitudes, disposer de moyens de communication appropriés et multiplier les mesures de précaution. Voilà, mais on va s'intéresser surtout à celle de l'employeur. L'employeur, il est couvert de responsabilités. La première, c'est bien sûr d'avoir une expertise en matière de sûreté. La deuxième, c'est d'avoir une organisation. Tout ça ne marche qu'avec une organisation et des procédures. Après, et là je l'ai mis en gros, c'est évaluer les risques. Tout le reste ne sert à rien si vous ne faites pas une analyse absolument très précise et juste des risques. Il ne faut pas en oublier. Bon, après, bien sûr, une fois qu'on a évalué les risques, et de façon précise, il est assez facile de voir comment on va s'en prémunir, donc de définir les dispositions et les dispositifs où les mettre en œuvre. Écrire des instructions. Après, quand il arrive quelque chose, par exemple, pour nous, la famille Moulin-Fournier, pour ce collaborateur, je parlais à Tripoli, il était enlevé, heureusement, par des amateurs qui finalement avaient aussi peur que lui. Donc à un moment, quand la voiture s'est arrêtée, il a filé, et les autres ont filé aussi. Bon, après on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on lui avait dit? Quelles étaient les limites qu'on lui avait fixées? Bon, il faut informer, bien sûr, un expatrié ou un voyageur doit savoir où il atterrit, ce qui s'y passe. Former, sensibiliser, il y a une formation de base, et dans des pays où de forte criminalité, il n'y a que les bons réflexes qu'on aura appris aux collaborateurs, les bons comportements, tout ça, les points d'attention. Quand il a bien ça en tête, ça sera finalement sa seule protection. Après, une fois qu'on a évalué les risques, il va falloir bien sûr percevoir ces évolutions. Il y a des pays où ça ne change pas, il y en a qui évoluent très rapidement. Pouvoir localiser à tout moment, on ne pardonnera pas à l'entreprise de ne pas savoir où sont ces personnes. Pouvoir rentrer en contact aussi très rapidement avec elles. Être en mesure, bien sûr, de se porter à leur secours et d'agir si jamais ils sont en difficulté. Vérifier leur aptitude psychologique peut-être, et physique. Ça dépend aussi de ce qu'on va leur amener à faire. Et puis, apporter la preuve, parce que si jamais ça se passe mal au tribunal, il faudra pouvoir prouver tout ce que vous avez fait dans ce domaine. Bon, je vous rassure, on a chez Engie une organisation et une politique. Cette politique, d'ailleurs, la procédure voyage, elle s'applique en fonction de la classification de risque faite par contrôle risque, sachant qu'il donne des classifications sur 5 critères. Et nous, les 3 qui nous intéressent, c'est security, terrorism et travel. On prend le pire des 3 et là, on applique ensuite ce schéma. Le pays risque insignifiant, c'est la Suisse, pratiquement. Bon, là, on y va sans rien dire à personne. Extrême, je vous l'ai dit, c'est la Somalie, c'est l'Irak, etc. Là, en principe, alors là, ça va de insignifiant à extrême. Donc, on va sans problème insignifiant. L'eau, c'est la France, libre, pas de restriction. Médium, on informe le directeur de la sûreté. High, non seulement on l'informe, mais là, on demande son autorisation. Et là, on va définir un certain nombre de procédures et de conditions. Et puis extrême, en principe, on ne va pas y aller, mais si on y va, ça va être assez musclé. Bon, on demande au niveau du projet de consulter contrôle risque. Tous les grands groupes pratiquement sont abonnés. On va recouper avec Conseil aux voyageurs, qui est quand même un site extrêmement bien fait. Là, les affaires étrangères, l'État français nous aide beaucoup. Et puis les partenaires locaux, parce que ça, c'est des sources que moi, je n'ai pas. Ils ont des expatriés, quelquefois, depuis plusieurs années, qui connaissent parfaitement le contexte. Ils ont des clients, ils ont des partenaires. Et ça, moi, je ne les ai pas forcément. Bon, quelquefois, certains s'appuient aussi sur une société de renseignement privé.
Voilà. Moi, je vais rajouter là-dessus des recherches Internet. Les correspondants d'ambassade, je travaille énormément avec les ambassades. Alors, il y en a qui sont totalement inutiles parce qu'ils sortent de Bamako. Alors, c'est pas le cas, hein, c'est pas le cas pour le Mali, mais si on vous dit sortir de la capitale, c'est pas possible. Bon, ça, c'est d'aucune utilité. Par contre, il faut avoir une discussion franche, de confiance, que l'ambassade comprenne qu'on cherche pas un blanc-seing, on ne va pas lui se retourner contre elle si jamais après ça se passe mal, mais on veut simplement un avis objectif. Là, récemment, j'ai demandé pour aller à Ségou, est-ce que vraiment on peut aller en voiture actuellement de Bamako à Ségou sans escorte? Bon, j'ai eu la réponse, c'est bon. Les homologues internes du groupe, bien sûr, et les homologues externes, on travaille beaucoup entre grands groupes, et certains étant très bien implantés pour être de bons conseils pour nous. Les organismes nationaux, bon, il y a tous les services de renseignement qui sont éventuellement sollicités. Voilà. Bon, concrètement, finalement, pour ne pas se planter, je me suis aperçu que ça marche très bien. Il faut une veille permanente. C'est-à-dire qu'on est tous les matins, on a tous les bulletins qui tombent, de contrôle risque par exemple, mais aussi d'autres sources. Et puis, ça y est, on archive tout ça. Après, je sais exactement, on me demande, je dois aller à Tipaza, pour prendre simplement l'Algérie, je dois aller à Batna, je dois aller à Sidi Bel Abbès, je dois aller à Skikda. Je sais exactement ce qui se passe dans le secteur. Et je vois s'il y a un maquis actif ou pas, à quelle fréquence, le niveau de risque et finalement la liberté qu'on va pouvoir prendre dans cette zone-là. Ce n'est pas le tout de dire aussi qu'il y a eu un enlèvement. Il faut savoir dans quelles circonstances il s'est passé. Est-ce que c'était 2 types? Est-ce que c'était 30? L'enlèvement de Birnin Kébi, c'était assez difficile. Il semble qu'ils étaient une trentaine pratiquement. Celui contre Colomb, à Rimi, ils étaient, je crois, aussi pas loin d'une trentaine. Bon, ça vous donne une idée de ce qu'il va falloir mettre en... On sait qu'au Nigeria, on va libérer les camarades de Boko Haram à l'explosif en s'attaquant à la prison. Et on va être au minimum une quinzaine. Donc à partir de là, à partir du moment où on sait qu'on est dans une zone où on sera une cible, il va falloir pouvoir faire face à un volume pareil et à des armements aussi qu'on trouvera en face de nous. Bon, en évaluation des risques, il y a les mauvais postulats. Quand In Amenas est intervenu, moi j'avais 2 techniciens qui étaient non pas heureusement dans le site, mais qui étaient dans un site à In Amenas, ça c'est Tiken Tourine qui a été attaqué. Bon, j'ai retrouvé exactement dans le site dans lequel était, moi on m'avait dit les pétroliers, pas de problème, ils sont super bien gardés, il y a l'armée algérienne, etc. Bon, pas du tout. On a vu ce qui s'est passé à In Amenas. Après, quand on regarde les défenses passives qu'il y avait autour du site, et en particulier il y avait les mêmes défauts donc dans celui où on était, les portails grands ouverts, enfin, je veux dire facile à ouvrir, en tout cas à forcer, pas de protection périmétrique vraiment sérieuse, pas de safe room pour se réfugier en cas d'attaque, etc. On avait exactement les mêmes défauts et pourtant le site était quand même surveillé par contrôle risque. Bon, les contrôles risques sont excellents, mais je veux dire, il y a des moments où justement on ne prend pas tout à fait la mesure de ce qu'il faudrait mettre en place. Le camp du Polisario, les 3 qui ont été atteints bon, il était de notoriété que le Polisario fait sa discipline dans le camp. Ben, il se trouve qu'il ne l'a pas faite, puisque avec des complicités, les 3 humanitaires ont été enlevés. Et puis Arlit, ben, on vivait peut-être un peu sur les Touaregs sont nos amis, les Touaregs nous préviendront, les Touaregs... enfin, je veux dire, AQMI n'ira pas nous chercher dans Arlit, donc il n'y avait aucune précaution particulière dans la ville d'Arlit. Après, il y a les premières qui peuvent surprendre. L'attentat contre l'ONU, par exemple à Abuja, a quand même été... Ça a permis à Boko Haram de rentrer dans la cour des grands, d'une certaine manière. Ça a quand même surpris. Le Toulousain, on ne s'attendait pas, finalement, à ce que ça se passe. Birnin Kébi, on avait beau regarder tout ce qui s'était passé dans cette zone-là, dans le nord-ouest, on n'aurait pas eu d'incident qui mette la puce à l'oreille. Les diplomates canadiens à Tillabéri, toujours au Niger, c'est pareil, une première. On pouvait se faire surprendre. Je dirais même que l'attentat de Kampala par les Chebabs, on sait que les Chebabs visent le Burundi, visent l'Ouganda, mais d'abord le Kenya. Mais on pensait quand même qu'ils c'était quand même plus loin. Ils n'avaient pas les mêmes infiltrations. Les infiltrations étaient un peu plus difficiles. Voilà. Et puis Westgate, je dis ça, c'est pas forcément une première, c'était tout à fait prévisible. Bon. Nous, donc, un groupe comme le nôtre, et comme tous les grands groupes, pratiquement s'appuie sur International SOS ou Contrôle Risque, où on est très nombreux à le faire. Ça vous produit
toute une donnée, une présentation du pays qui est très intéressante, qui est généralement très bien faite. Voilà. International SOS, c'est surtout sanitaire. Et puis pour le risque sécuritaire, là c'est contrôle risque. Voilà, et vous voyez les catégorisations du risque. Après tout ça est matérialisé sur des cartes et puis tout ça est très bien expliqué. Le tout, c'est que effectivement l'analyse soit bonne, ce qui est généralement le cas, mais souvent ça demande quand même quelques recoupements. On ne peut pas dire que c'est l'arme absolue. Voilà. Alors, il faut toujours recouper avec les affaires étrangères. Exemple, pour la Tunisie, vous voyez que les cartes ne se ressemblent pas. Hein. Il y a un code couleur, là, dont j'ai trouvé la correspondance. Et finalement, vous voyez pour l'Égypte la différence. En plus, si vous voulez, l'Égypte, c'est beaucoup plus fouillé en ce qui concerne les affaires étrangères. Le Pakistan, bon, ben, c'est sûr que le rouge des affaires étrangères ne nous aide pas beaucoup parce que quand vous allez au Waziristan, quand vous allez au Baloutchistan, c'est comme à regarder cette carte, la carte des affaires étrangères, comme quand on est à Gwadar, c'est pas du tout la même chose. Hein. Donc c'est dommage de ce côté-là qu'il n'y ait pas la nuance. Voilà, sur la Côte d'Ivoire, vous voyez le différent d'appréciation. On dit regardez les deux, prenez le pire. En fait, on ne prend pas tout à fait le pire, là. On prendra plutôt les affaires étrangères, sauf dans le nord où on va retenir le danger des coupeurs de route du côté de Ferkessédougou, Korogo. On va travailler, nous, sur la frontière, même côté Libéria, sur la frontière. Haïti, vous voyez encore la différence. On travaille aussi sur le barrage de Péligré au nord de Port-au-Prince. Voilà, puis vous voyez là toute la zone Maghreb, comment elle est perçue par contrôle risque, comment elle l'est par les affaires étrangères. Le Maroc a la chance d'être encore dans le vert. Espérons que ça dure. On est quand même un peu inquiet. Voilà. L'Algérie, vous voyez ce qu'elle était. Il intervient à In Amenas, là où je l'ai porté sur la carte. Et hop, le rouge monte jusque là-haut. Voilà, puis on en est revenu un petit peu. Donc c'est plutôt du réactif que du prospectif. Et vous parlez d'Hervé Gourdel tout à l'heure. Je suis quand même très surpris que là n'apparaisse pas une belle tache rouge dans le triangle infernal qui est Boumerdès, Tizi Ouzou, Bouira. Une zone vraiment où le terrorisme est bien ancré. Enfin, j'allais dire qu'ils ont la vie très dure. Hein. Les Algériens leur mènent la vie très dure. De ce côté-là, ils font un travail remarquable. Bien. Oui, alors ce qui est important quand vous vous lancez dans un projet, c'est d'avoir intégré que la situation, surtout quand c'est par exemple un barrage qui va durer au moins 5 ans, c'est que la situation va peut-être changer. Donc quand vous répondez à un appel d'offres, il faut que l'entreprise prévoit des clauses qui lui permettront d'ajuster et de faire prendre en compte les renforcements sécuritaires par le client. Voilà. Alors comment on procède ensuite pour évaluer les risques? Et bien là c'est un projet de barrage près de la frontière avec le Cachemire. On va regarder tout ce qui se passe, en particulier sur la ligne de contrôle. On va regarder où sont les camps d'entraînement de Moudjahidine qui essayent de s'infiltrer côté Cachemire indien pour y semer le désordre. Pareil, bien sûr, pour Bamako, hein, pour le Mali. On voit les zones qui s'animent du côté. C'est ce pointage quotidien, si vous voulez, qui permet de rien laisser passer, puis de savoir exactement où se manifestent les terroristes, et donc où on peut être à peu près en relation. Là, vous verrez que c'est un peu curieux, si vous voulez, d'avoir du rouge côté Burkina, et puis de l'orange côté Mali, surtout qu'on avait l'impression que ça venait plutôt du Mali, mais enfin, on commence à s'apercevoir que le recrutement, il est souvent local. Voilà, et puis on a des projets aussi par ici, vers Samendeni, près de Bobo-Dioulasso, à 20 km du site où on a un Français. Il y a eu une attaque d'une 50aine de djihadistes en moto sur la ville qui s'appelle, je ne me rappelle plus exactement son nom. Bon, ça s'est passé à 20 km du site, et c'est apparu, il ne s'était jamais passé rien dans le secteur. Ça fait partie des surprises, et là il faut un peu anticiper. Bien, alors... ce qui est intéressant quand on fait une évaluation de risque, c'est de savoir exactement ce qui risque de nous tomber dessus. Est-ce que c'est un raid de 12 pick-up avec au moins 8 djihadistes par pick-up?
Ou alors, vous voyez là, sur les quads, c'est Boko Haram qui a attaqué la cimenterie de Lafarge, où on devait envoyer 2 techniciens à Chaka, dans l'état de Bauchi, qui est tout à côté des 3 États infernaux. Voilà. Est-ce qu'ils arriveront planqués ou ostensiblement et puis, est-ce que j'ai un risque d'IED, hein, de mine? Voilà. Et puis, à partir du moment où on sait exactement à quel scénario s'attendre, il est relativement facile de dire, voilà les mesures et les mesures qu'il faut mettre en place. Voilà. Un exemple pour un barrage, à nouveau, un projet de barrage au Pakistan. Toutes les considérations générales, puis on va se dire, tiens, en ce moment, il y a des factions des talibans qui se rallient à l'État islamique. Leur programme ne va plus du tout être le même que l'ancien, parce que les talibans, malgré tout, au Pakistan, ils s'occupent avant tout de l'État pakistanais, des forces de sécurité pakistanaises, en particulier avec l'offensive actuelle au Waziristan. Donc ils ont une volonté d'en découdre vis-à-vis de l'État pakistanais, mais pas tant avec les Occidentaux. Si tout d'un coup ils penchent côté islamique, pour notre communauté présente dans le pays, ça va changer la donne. Voilà. Et puis dans un secteur, c'est pareil, on regarde où sont passés les IED, on s'aperçoit qu'il y a des bus qui ont été arrêtés sur cette route, dans cette vallée-là. On fait débarquer tout le personnel et tous les chiites, et on les élimine. Ça montre quand même que la zone n'est pas forcément très bien peuplée. Pareil sur la Karakorum Highway, hein, même scénario, à tel point c'est que les Pakistanais autorisent le transit de nuit, ont à un moment suspendu le transit de nuit. Voilà. Et puis après, donc voilà comment ça se concrétise. Hein. On va dire de telle zone, déjà tout ce qui est en route, sur tel tronçon de route, j'y vais normalement. À partir de tel tronçon, escorte imposée. Après, dans les rotations entre le chantier et la ville voisine, comment ça doit se passer, le chantier lui-même, comment il doit être défendu, là, toutes les réponses qu'on va apporter. Bien. On me demande d'envoyer quelqu'un sur le site Pertamina, c'est à 200 km à l'ouest de Gadamès. Gadamès, c'est le point triple, Tunisie, Libye, Algérie. Justement, à ce moment-là, on parlait de regroupement suspect du côté de Gadamès. Tant mieux, parce que là, les forces algériennes ne seront pas surprises. Ça veut dire qu'elles sont sur le pied de guerre. Donc, on peut l'envoyer. Mais en attendant, il part avec toute une commande, puisqu'il va devoir revenir une période plus longue, toute une commande de questions, en disant, voilà, si vous voulez y retourner, j'ai bien sûr discuté avec le directeur sûreté du site, algérien, forcément, pour lui, il n'y avait pas de problème. Moi, j'ai quand même quelques doutes. Et puis après, donc, j'attends le retour de mon collaborateur, de mon technicien, qui me disent oui, il y a des fossés anti-véhicules, oui, l'entrée, il n'y en a qu'une, elle est défendue de telle manière, oui, il y a un checkpoint entre le site industriel et la base vie, etc. C'est donc comme ça qu'on doit travailler. Voilà. Alors, dans la zone Sahel, comment on protège bien? Il faut plusieurs cercles de protection. Il faut, vous voyez, du fossé anti-véhicule, il faut du merlon, ou en tout cas comme ce qu'on appelle des esco-bastillons, c'est-à-dire de la clôture de blocs de terre, si vous voulez, qui remplace le merlon. Un portail d'entrée, l'entrée qui est un point vital, et je vous dis, il ne faut pas les multiplier, il faut qu'il n'y en ait qu'une. Là, je l'ai dessiné, par exemple, pour un site à Zungeru, dans l'état de Niger. Et voilà comment pour les Chinois, parce que les Chinois, ils connaissent pas trop, quoi. Et comme c'est eux qui vont le construire, le site. Nous, on n'a beau être que 5 ingénieurs sur place, c'est finalement à nous de leur expliquer comment doit être faite la protection. Au niveau du groupe, il doit y avoir donc une expertise. On va sur les sites de temps en temps, on va étudier, là c'est Tarbella, on va étudier les itinéraires, on voit comment est fait le site, on voit où est la guest house, si elle est assez profondément. On dit que c'est une zone stratégique protégée. Je veux bien le croire, mais enfin, quand on va sur place, on s'aperçoit qu'il y a une grande liberté de population, de mouvement. Puisqu'il faut, je vais continuer assez vite, formation, sensibilisation. On a mis en place un e-learning et toute personne qui doit partir à l'étranger doit suivre le e-learning, ça dure 2 heures. Et il sort son certificat, il l'amène aux ressources humaines, et on sait qu'au moins il a eu un minimum de formation. Le e-learning, voilà ce qu'il aborde, hein, les sujets, ça coule de source. Voilà. On doit informer les expatriés, donc il y aura un guide
pays qu'on sort de chez Contrôle Risque. S'il va qu'à Douchanbe, par exemple, au Tadjikistan, il y aura un guide pour la ville. On va regarder un peu conseil aux voyageurs, toujours intéressant. Et puis des rapports complémentaires qu'on va glaner un peu partout, qui vont permettre de savoir. Et puis c'est historique aussi de tous les incidents que je n'arrête pas de suivre. Ça matérialise et ça illustre très bien ce qui se passe dans le pays et ça permet aux gens de comprendre. Voilà, des documents à émettre, des instructions bien sûr, des plans de sécurité, des plans d'évacuation. Et puis donc, voilà, le groupe il s'appuie, comme je vous l'ai dit, sur deux grands organismes qui sont de valeur reconnue. Ça va jusque des questions que vous pouvez leur poser 24 heures sur 24. Vous aurez tout de suite un médecin en ligne ou un responsable de la zone, de la sécurité de la zone, qui va vous donner des conseils. On est capable, par exemple, d'indiquer tout de suite l'hôpital vers lequel il faut se diriger. Voilà. Un système de suivi des voyageurs, Travel Tracker, qui nous permet, sous réserve qu'ils aient réservé dans les agences référencées, de savoir exactement où ils sont, au pied levé. On l'interroge, il vous donne en temps réel. Il se permet également de faire des recherches. Le genre là je passe de guide que reçoit le collaborateur avec toutes les informations nécessaires sur le pays. Et ce qui est intéressant, exemple, l'attentat d'Ankara, je vais sur le site, je sais que j'en ai 3. Et puis je peux leur envoyer immédiatement un message en actionnant là-dessus. Je peux m'adresser à eux tout de suite. Donc c'est extrêmement pratique, sous réserve bien sûr que les gens aient déclaré leur numéro de téléphone. Voilà, j'en ai à peu près fini. Encore une fois, il faudrait être en mesure de réagir et de porter assistance aux expatriés. Et ça, on peut se reposer sur déjà les dispositifs qu'on aura prévus, et puis contrôle risque en dernier recours. Et en dernier recours, les évacuations si elles sont nationales. Il ne faut pas trop se reposer là-dessus, sur le dispositif national, et ce n'est pas leur rôle. Ou seulement dans les cas extrêmement critiques. Voilà, j'en ai à peu près terminé. Merci. Alors, avant de laisser la parole à la salle, moi j'aurais 3 questions. La première, c'est le rôle du club des dirigeants de sécurité d'entreprise auprès justement des gens comme vous et des entreprises comme la vôtre. J'imagine que c'est de partager évidemment des retours d'expérience et des méthodes. Est-ce que, par rapport à tous les risques qu'on a évoqués à un moment donné sur les typologies, finalement, quel est le plus réalisé ? Parce qu'on parle beaucoup évidemment du terrorisme et des enlèvements, mais concrètement sur le nombre d'incidents qu'on relève sur une année, la majorité relève plutôt de quelle typologie de risque ? Et puis ma dernière question, c'est, on parle évidemment du site du ministère des Affaires étrangères et d'un certain nombre d'organismes d'évaluation, mais finalement, est-ce que leur position, j'imagine pas, enfin, je sais par exemple que le ministère des Affaires étrangères, comme on ne veut pas endosser la responsabilité d'un risque qu'on n'aurait pas anticipé, on a parfois tendance à surévaluer un peu la valeur de risque de certaines zones. Donc est-ce que finalement, de votre côté, vous essayez aussi de compenser ce travers qui est lié au statut de celui qui vous donne l'évaluation ? Oui, bien sûr. Alors, pour le type d'incident, curieusement, pour un groupe qui a en temps réel, à l'instant T, on a pratiquement 5000 voyageurs chaque jour par le monde. Curieusement, il y a je ne saurais pas vous dire, mais terrorisme, il y a un cas célèbre, j'ai noté, mais ça se passe très bien. J'ai pas vent de violence, d'agression. C'est assez surprenant. C'est absolument exceptionnel, oui. Et malgré tous les endroits dans lesquels on va. J'ai eu, moi, en 8 ans, dans ce métier-là, 2 morts. C'est un cas qui aurait été intéressant, que j'ai préparé, là. Ce sont 2 ingénieurs brésiliens d'une filiale brésilienne qui sont allés se promener au Pérou pour reconnaître un site.
Et puis, ils l'ont fait pratiquement sans avertir, c'est assez surprenant, donc sans appliquer aucune des procédures du groupe. Ils se sont trouvés qu'ils ont eu des partenaires locaux en dessous de tout. Ils sont allés dans une zone où tous les radars, contrôle risque, conseil aux voyageurs, et vous alliez sur le site espagnol, sur le site du Foreign Office, où aucun ne mentionnait le risque dans cette province d'Amazonas. Et puis finalement, seul le site suisse, j'y suis allé après coup, mentionnait un danger particulier dans cette zone. Et en fait, donc, on les a retrouvés morts. Ils n'ont pas appliqué les procédures. C'est là que je parlais d'aptitude physique. C'est-à-dire qu'ils avaient 60 ans. À un moment donné, ils n'ont pas pu suivre leurs collègues. Donc il y en a un qui a dit, bon, vous me prendrez au retour. Le deuxième a dit pareil. Et puis quand les Péruviens sont redescendus, ils ont pu retrouver les Brésiliens. On les a cherchés pendant presque 2 jours. Et on les a retrouvés morts. Et puis les autopsies, officiellement, on ne sait pas pourquoi. En fait, il y avait eu en 2009, ça se passait en 2011, je crois. En 2009, il y avait eu des troubles très très violents avec les populations indiennes à propos justement d'installations de multinationales dans le secteur. Il y avait eu une 30aine de morts. Et donc nos 2 collaborateurs ont atterri là-dedans pour reconnaître des sites de barrage. Ils ont rencontré un des responsables des militants, si vous voulez. On est convaincus qu'ils ont été empoisonnés. Voilà, donc ça pose la question de l'aptitude physique des gens, ça pose la question du respect des procédures. Bon, là, c'est pour donc très peu d'incidents. Hein, ça se passe très bien. Les affaires étrangères, on est bien conscient qu'ils ont les pieds et poings liés quelquefois, mais leurs évaluations sont bonnes, sont, comme j'ai dit, malheureusement quelquefois un peu réactives. Et c'est surtout du dialogue avec les ambassades qu'on tire finalement un peu la conclusion. Hein. Quand on dégrossit toujours, on se fait une idée très personnelle et puis on va la confronter après à celle de l'ambassade. Et généralement, dans ces conditions-là, on ne se fait pas surprendre. Voilà. Bonjour, Thibaut, ici étudiant à Grenoble École de Management en première année. J'ai une question concernant les ONG. J'aimerais savoir si vous connaissez leurs procédures et si c'est les mêmes procédures que les fonctionnements des entreprises que vous nous avez décrits. Les ONG, nous, au sein du groupe, on a des choses comme Énergie Assistance. Et curieusement, alors là, c'est des gens qui ne ramènent pas un sou, mais qui en plus veulent aller. Récemment, ils m'ont interrogé pour aller dans les Kivu, pas dans les Kivu, hein, dans le Haut-Uélé, c'est juste à côté, qui est fortement déconseillé. Ils veulent aller à Sulawesi, juste à côté du seul endroit où il y a une espèce de maquis djihadiste près de Poso. Hein, on en parle dans les journaux. Comme par hasard, c'est là qu'ils veulent aller. Enfin, vraiment, les humanitaires, ils ont l'art d'aller dans les endroits, alors que finalement, de la misère, il y en a un peu partout. Allons d'abord là où c'est sûr. Alors, je pense qu'effectivement, ce sont des gens assez vulnérables. Je pense que les grandes agences d'humanitaires sont tout à fait compétentes. Hein. Et puis, malheureusement, c'est pour aller porter secours, donc ils doivent accepter des risques plus que nous, ça c'est certain. Et quand ils commencent à replier, c'est que vraiment, c'est absolument nécessaire. Donc je pense que leurs standards, on parlait de standards, leurs standards sont forcément inférieurs aux nôtres. Ils ont sûrement une organisation sérieuse, en tout cas les grandes. Mais on m'interrogeait une fois, un humanitaire, on m'avait interrogé pour une mission en Afghanistan. Et j'avais eu le responsable humanitaire, mais non, il n'y a aucun problème, etc. Bon, je n'ai quand même pas cru. Et quand même, là, quand on voit le taux d'incidents chez les humanitaires, c'est à la fois parce qu'ils prennent plus de risques, peut-être aussi parce que ce n'est pas préparé, ils n'ont pas aussi les mêmes moyens aussi pour se préserver. Voilà, donc, on ne joue pas dans la même cour, hein, ça c'est certain. Beaucoup d'ONG n'utilisent que du personnel local dans certaines zones. Beaucoup d'ONG ont renoncé à utiliser des personnels expatriés dans certaines zones et délèguent complètement leurs actions avec des locaux parce que
En Somalie notamment, c'est impossible. C'est impossible pour la plupart d'entre elles d'opérer en tant qu'organisation non locale. Ils ne peuvent pas se payer la protection de Gardawer. Je suis là, au milieu. Anne Roland, j'ai une entreprise qui travaille beaucoup en Asie, on démarre en Afrique. Une question, vous avez dit que dans tous les cas, l'entreprise, quelles que soient les précautions et politiques qu'elle a mises en place, est responsable. Y a-t-il des assurances pour couvrir une fois qu'on a fait tout ce qu'il fallait, mais que pour autant survient l'accident? Oui, tout à fait. Hein. Même quand on regarde bien le cas qu'a fait École, donc c'est en 2002, Karachi, malgré tout, les ingénieurs de la DCN à l'époque étaient dans un hôtel qui devait être plus ou moins sécurisé. Ils étaient escortés pour aller jusqu'à l'Arsenal. Hein, mais on a considéré que ce n'était pas suffisant parce que c'était très routinier. Et effectivement, le véhicule piégé est allé percuter leur bus avec les résultats qu'on connaît. Est-ce que vous pouvez rappeler ce qui s'est passé au Toulousain? Si j'ai bien compris, c'était inattendu. Et dans ce cas-là, quelles sont les mesures, quelles sont les procédures qu'on met en place ensuite? Puisque dans ce cas-là, c'était apparemment, si j'ai bien compris, inattendu. Oui, le Toulousain, c'était en janvier 2011. Un jeune qui devait se marier avec une Nigérienne. Et donc, c'était pratiquement la veille de son mariage, je crois. Il débarquait de l'avion. Ils vont le soir dans le restaurant le Toulousain, qui fait typiquement ceux qui sont allés en Afrique, qui connaissent ce qu'on appelle les maquis, qui connaissent à Douala, ça avait un autre nom. C'était toujours des endroits où la nourriture est excellente, où c'est décontracté, où on est en plein air. Donc, il y avait à l'époque, je pense, aucune raison de se l'interdire. Simplement, pour des djihadistes qui sont très mobiles, il était sûr, ce sont des endroits où ils lancent le filet, ils sont sûrs de ramasser du monde. Et quand c'est comme ça, on leur dit ne vous mettez pas juste à l'entrée. On a vu encore au restaurant la terrasse, ils ne cherchent pas systématiquement à abattre tous les blancs. Hein. Il suffit d'avoir déjà un peu de bilan et ça leur suffit. Donc le Toulousain, je pense que c'était effectivement à l'époque, il fallait avoir le nez creux. Il n'y avait pas trop de raison de s'interdire d'y aller. Et puis du jour au lendemain, d'un seul coup, il est interdit d'aller dans les restaurants, à part le Pilier. Il y avait quelques-uns, les sociétés disaient tiens, celui-là, il est mieux protégé, on vous autorise à y aller. Mais là encore, il faut avoir une bonne connaissance de la ville elle-même, hein, et des endroits qui peuvent être plus faciles, sur lesquels il est plus facile de frapper que d'autres. Hein. Et nous, de notre côté, comme je vous ai expliqué, on va un peu partout. On n'a pas toujours cette connaissance très approfondie de la ville. Mais du coup, on l'a par échange avec effectivement les autres entreprises. Une dernière question. Non. Ah, bon, désolé, ça sera en off alors. Merci. Merci à vous. Bonne continuation pour le festival. Merci, monsieur.